beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Guylaine Hudson et j'ai été 40 ans enseignante puis chef d'établissement. Pour le moment, maintenant, je suis médiatrice éducation nationale à l'Académie de Paris. Et par contre, mon parcours de chef d'établissement, je l'ai fait en France et aux États-Unis. En France, tout près d'ici, au Kremlin-Bicêtre, proviseur du lycée du Kremlin-Bicêtre, et aux États-Unis, à San Francisco et à New York. Alors, je mentionne ce dernier point parce que finalement, il va introduire mon propos. Je voulais commencer par vous parler des terminales aux États-Unis. Lorsque nous présentions nos élèves en terminale, c'était des lycées français, lycées français à l'étranger. On présentait nos élèves et certains rentraient en France faire des études supérieures et d'autres voulaient rester aux États-Unis dans des universités américaines. Seulement voilà, les Américains ne connaissent pas le système français. Donc comme ils ne connaissent pas le système français, ils nous demandent de leur apporter les bulletins. Et ces bulletins, il faut les traduire. Ça s'appelle des transcripts. Donc on les traduit et on le leur remet. Et là, ils font une drôle de tête. Ils font une drôle de tête et ils nous disent franchement, vos bulletins, ils le disent gentiment, mais franchement, vos bulletins, ils ne sont pas marrants. Ils ne sont pas marrants. En gros, c'est entre peu mieux faire ou élèves sérieux. Et il nous manque plein d'informations sur vos élèves. Alors on leur a répondu, qu'est-ce qui vous manque? Ben voilà, est-ce que vos élèves sont créatifs? Est-ce qu'ils font preuve d'imagination? Est-ce qu'ils aiment le travail en équipe? Est-ce qu'ils font preuve d'intelligence sensible? Est-ce qu'ils sont prêts pour l'innovation? Mais tout ça, ça n'est absolument pas reflété dans tous ces bulletins. Et il y a au moins une personne ici qui a travaillé à l'étranger et qui doit être bien d'accord avec ce qui était dit. Donc, ça nous a fait réfléchir. Alors ça, c'était il y a longtemps, c'était il y a 20, 25 ans. Mais ça nous a fait réfléchir parce que finalement, beaucoup de nos élèves ont quand même ces qualités d'imagination, de sensibilité, de créativité, etc. Mais les bulletins ne le reflètent pas. Et quelquefois, le contenu de l'enseignement ne le reflète pas. Donc ça fait réfléchir. Et pourtant, et on va le voir après, quand on lit toutes les publications, ce qu'on appelait les bulletins officiels, etc., de nos autorités de tutelle, il y a vraiment de très belles idées, de très belles phrases et de très belles recommandations. Mais ça a beaucoup de mal à infuser dans notre système scolaire de façon pérenne et de façon approfondie. Alors voilà, il faut faire quelque chose et j'étais un peu sur cette réflexion, j'étais dans le train et j'entendais un papa complètement désespéré qui téléphonait à, je sais pas, peut-être sa maman et il disait, il parlait de son fils, il a des dessins à faire les soirs et je l'ai pris en note. C'est pas en faisant un dessin le soir qu'on devient intelligent. Donc je me suis dit, les réticences ne viennent pas que de l'institution. Elles viennent aussi, souvent et parfois, des parents eux-mêmes et de leurs attentes. Alors je vais un peu lier cette réflexion sur ce que notre système est capable de faire ressortir des jeunes. Je vais le lier au contexte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vient de l'entendre, il y aurait à peu près 20% de nos élèves qui auraient des difficultés dans les apprentissages fondamentaux. C'est-à-dire l'écriture, vous en parlerez mieux que moi, l'écriture, les mathématiques, etc. On dit qu'ils ne sont pas bons, qu'ils ne les dominent pas, et très certainement, un traitement va être nécessaire parce qu'il faut remonter ce pourcentage. Il faut le diminuer, voire le faire disparaître. Peut-être un traitement, plus de maths, plus de français, etc. Et là, on a une petite musique dans la tête.
on a une petite musique parce qu'on se dit, est-ce que c'est finalement plus 2, plus 2, plus 2 qui va faire réussir ces élèves qui, par définition, ne sont pas très tentés par les programmes scolaires traditionnels. Est-ce que c'est cela? Et ça me rappelle une phrase de Jack Lang en 2000, on va revenir un petit peu sur toute l'histoire de notre éducation, qui dit « Et si l'éveil de la sensibilité était un merveilleux sésame pour les autres formes d'intelligence? Et si l'on apprenait avec d'autres formes d'intelligence, et notamment l'art et la culture ?» Et c'est un petit peu ce qu'on veut développer ce soir devant vous, parce que c'est une vraie question. C'est-à-dire que ces jeunes qui font souvent un rejet du milieu scolaire, et si on trouvait un autre moyen de leur enseigner ces fondamentaux? Alors, j'ai essayé de réfléchir un peu à une rétrospective très rapide, ni crainte, de l'histoire des arts et de la culture dans l'école. On peut dire qu'autrefois, les arts, prenons les arts, c'était en gros réservé aux filles. Autrefois, avant le début du XXe siècle, c'était en gros réservé aux filles. C'était ce qu'on appelait des arts d'agrément. Et pour les garçons, il y avait quand même des arts qui ressemblaient un peu de la géométrie, de façon à leur faire dessiner comme Vauban. Enfin voilà, des forteresses. Donc ça, voilà, on voulait bien un petit peu d'art comme ça. Mais comme vous le savez, ça restait vraiment l'apanage des classes sociales dites supérieures, des gens aisés. Au début des années 2000, il y a eu en France, en tout cas, et avec une portée internationale, un mouvement qui s'est appelé le mouvement Freinet. Vous avez sûrement entendu parler, Élise Freinet et son mari. Et ils ont, eux, au tournant du XXe siècle, ils ont été vraiment à l'initiative de l'émergence d'une nouvelle pédagogie qui était basée sur la création, la créativité. Pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas, ils ont eu l'idée de faire écrire un journal aux élèves. Donc les élèves, en fait, partaient de leur expérience, de leur intérêt. Ils produisaient, ils ne reproduisaient plus, ils produisaient. Ils produisaient, ils créaient, ils développaient leur esprit d'initiative, leur regard sur le monde. Et c'était vraiment très certainement le début d'une autre pédagogie qui a eu pas mal de retentissement pendant des années, mais qui est toujours quand même restée un petit peu marginale, mais fort intéressante. Alors ensuite, je vous ai dit qu'on irait assez vite. Ensuite, on va passer aux 3 périodes de l'enseignement des arts. Il y a eu finalement 3 périodes dans ce XXIe siècle, 21e siècle. 3 périodes importantes. Bien sûr, il y a eu la période des années 68-70. Il y a eu la période des années 80-81. On va revoir tout cela. Et la période des années 2000. La période des années 68, donc je repars en arrière, 68-70, on était encore dans un enseignement très traditionnel, mais évidemment, le mouvement de 68 a particulièrement bousculé toute notre société. On le voyait sur les slogans, sur les murs, la rêve générale ou le rêve général, et c'était une année de créativité, d'imagination. Toutes ces compétences, ont été particulièrement mises en valeur pendant ces années-là, et en tout cas recherchées. C'est aussi une année où on s'est aperçu que l'enseignement du dessin, entre guillemets, pouvait être un petit peu plus compliqué. Et un petit peu plus, surtout, approfondi, un peu diversifié. Et on est passé à ce qu'on appelait les arts plastiques. Alors, l'institution, quand elle veut mettre en avant une discipline, alors les arts plastiques, d'abord, ça s'est enseigné à l'université. Et puis, il y a eu la création, en 72, d'un CAPES d'arts plastiques. Alors là, c'est la consécration
évidente, c'est-à-dire qu'il y a des profs pour enseigner dans les collèges et les lycées. Ça devient une affaire de spécialistes, mais en même temps, c'est un signe qui montre que ça devient important. Autre chose vraiment importante à cette période, c'est qu'on commence à penser qu'on peut sortir du cadre de l'éducation nationale pour aller vers le cadre de la culture, des ministères de la culture. Et il y a eu le début, puis le développement d'un partenariat culture-éducation nationale, qui, comme on va le voir tout à l'heure, est encore de nos jours ce qui très certainement sauve l'école, finalement. Et donc, l'idée, si on combine l'esprit de 68 et ce développement des partenariats culture-école, en fait, l'ambition, c'était de démocratiser la culture, de la démocratiser et de l'enseigner au sein des écoles de façon approfondie et démocratisée. C'est particulièrement important comme mouvement, puisque depuis longtemps, on sait que la grosse différence entre nos élèves, entre nos populations, c'est ces acquis culturels qui viennent des familles, et si l'école ne les transmet pas, si elle ne démocratise pas cet enseignement, eh bien, les écarts se creuseront ad vitam aeternam jusqu'au bout. Voilà. Donc, après les années 68, on peut dire que les deux choses importantes, trois, reconnaissance des arts comme partie intégrante de l'enseignement, avec la consécration du diplôme, le partenariat qui s'amorce entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale, et puis cette idée très prégnante qui se développe de démocratisation de la culture à travers l'enseignement. On arrive aux années 80-81, je vous ai dit que c'était le deuxième grand mouvement, et ça, les années 80-81, c'est celui de la décentralisation. Et cette décentralisation, elle a pour conséquence que l'école va pouvoir utiliser toutes les ressources locales, départementales, ressources des villes. On va en avoir énormément d'illustrations ce soir. Et donc, c'est presque un peu un tsunami, parce que jusque-là, il fallait attendre les autorisations avec les différentes couches administratives. Et tout d'un coup, on pouvait profiter de tout ce que, évidemment, les ressources locales apportaient à l'école. Alors, sont apparus dans cette vague les projets d'action éducative, PAE, les classes APAC, projets d'action culturelle. Tout ça, ce sont des classes qui se font avec des partenaires. On ne reste pas enfermé dans notre structure d'école, mais on est avec des partenaires. Les ateliers de pratique artistique, les classes patrimoine, etc. Donc, action ciblée avec des structures locales. Et ça, c'était un mouvement extrêmement important qui encore aujourd'hui nous fait vivre. Alors, enfin, on arrive dans les années 2000. Et évidemment, le chantre de la culture à l'école, dans les années 2000, c'est Jack Lang, qui a été, lui, alors, ministre de l'Éducation et ministre de la Culture, donc il ne pouvait pas être plus au fait de ce partenariat. Et il a développé un plan pour l'école en 5 ans avec le ministre de la... Ça, c'est quand il était ministre de l'Éducation. Il a développé avec Catherine Tasca, qui était ministre de la Culture, un plan pour l'école en 5 ans. Et je voudrais terminer en citant mon introduction, en citant une de ses phrases, parce que je la trouve très inspirante. « L'art est une méthode d'appropriation des savoirs, faisant appel à l'affectif, à l'intelligence sensible, à l'émotion. Il modifie l'écoute, le regard, le rapport à soi et le rapport aux autres. Il donne confiance en soi. » C'est quand même un beau programme scolaire. Donc ce soir, mieux qu'un cours sur l'éducation civique, je vais arrêter mes dates, sur l'éducation artistique et culturelle, on a la chance d'écouter plusieurs acteurs qui
eux, l'ont fait vivre dans leur pratique et au sein de la ville d'Arcueil et dans leurs écoles. Et ils vont donc vous en parler et après, on ouvrira le micro à vos expériences et à vos pratiques. Voilà, merci beaucoup. On va commencer par Claire, donc Claire Tristram et Laure Petit. Je vous laisse vous présenter, mais ce sont deux personnalités d'Arcueil. En fait, on pourrait se présenter l'une l'autre, puisque nous avons été collègues. Et on a un petit peu le même parcours, puisqu'on a été directrice de l'école maternelle Kergomar, toutes les deux. Et puis, Laure a travaillé avec moi ici à l'école Jules Ferry, en élémentaire. Et puis maintenant, elle vole de ses propres ailes à Olympe de Gouges. Et donc, je te présente donc Claire, qui a été directrice de l'école Jules Ferry pendant de nombreuses années. Et donc, moi, j'étais enseignante à Jules Ferry aussi. Et et je suis devenue directrice en voyant le beau parcours de Claire. Ça m'a donné envie. Et donc, moi, je suis toujours en activité. Donc, je suis à l'école élémentaire Olympe de Gouges d'Arcueil depuis 5 ans. Et j'ai 20 ans d'enseignement derrière moi et à Arcueil. Voilà, donc on ne peut pas faire enseignante plus arcueillaise. Bon, moi aussi, je vous avoue, j'ai un gros défaut qui pour moi est une grande qualité, c'est que je suis vraiment arcueillaise de cœur depuis tout le temps. Juste rapidement, j'ai eu un parcours varié dans l'éducation, puisque j'ai commencé par aller à Saint-Joseph chez les sœurs. Ensuite, je suis passée à l'école Jean Massé, l'école publique. Et puis ensuite, je suis allée au lycée, donc à Sceaux Marie Curie, donc avec des variations et des variétés d'enseignement, et de lieux. Je vais m'appuyer, moi, sur mes petites notes. Alors, je vais vous parler en fait de l'éducation artistique et culturelle en m'appuyant sur les textes en vigueur, les textes qui ont été produits par l'Éducation nationale pour les enseignants. Parce qu'effectivement, comme le disait Guylaine, il y a déjà presque tout dedans. C'est très bien dit. Voilà. Et je vais essayer de ne pas être trop longue. En tout cas, merci d'être venu, parce que c'est pas facile un lundi soir de revenir sur un sujet sur l'école. Donc, en tant que directrice ou directeur d'école, en fait, on est tenu d'appliquer les programmes scolaires. Et les programmes scolaires, ils dépendent des programmes nationaux, donc des politiques nationales, et des différents ministres de l'éducation. Et la place que va accorder ce ministre à cette éducation artistique et culturelle, et qui peut être variable, comme l'a évoqué Guylaine Hudson, et donc variable d'un gouvernement à un autre et variable d'un pays à un autre. On n'a pas les mêmes regards. Juste un exemple sur les différences. Le 1er janvier 1968, en fait, c'est l'entrée en vigueur de la loi sur la création des nouveaux départements dans la région parisienne. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, Arcueil, qui appartenait à la Seine, au département de la Seine, bénéficiait de ces fameux professeurs, on dit maintenant intervenants, extérieurs, qui venaient. Donc on avait un prof de dessin, on avait un prof de musique, un prof de sport et parfois un prof de couture. Alors ça dépendait dans la classe dans laquelle on se trouvait. Et en plus de ça, directeur ou directrice, quel que soit le nombre de classes de l'école, était complètement déchargé. À partir du 1er janvier 1968, on bascule, c'est-à-dire par exemple pour l'école Jules Ferry ici, il y avait avant 68, donc il y avait un directeur d'école pour l'école des garçons, déchargé complètement, une directrice d'école pour l'école des filles, le bâtiment du haut complètement déchargé, et après 68, mais une seule direction qui s'occupait des deux en même temps, et la plupart du temps, pas déchargée. C'est-à-dire que moi, dans ma pratique, j'ai tout le temps été soit à temps plein, quand c'était sur la maternelle Kergomar ou Jules Ferry, et seulement un peu plus tard, en ce qu'on appelle en demi-décharge d'enseignement de classe, quoi. Voilà. Donc, on n'est pas du tout dans la même configuration.
que nos charmants collègues parisiens, qui eux bénéficient toujours des intervenants dans justement ce qui fait partie de l'éducation artistique et culturelle au sens large. Donc voilà ce qu'on peut dire pour résumer. Effectivement, il y a des programmes nationaux pour tout le monde, mais en fait avec des réalités de terrain complètement différentes. Des inégalités qui sont parfois renforcées par les politiques des villes, selon les équipes, et aussi les moyens financiers dont les villes peuvent avoir à leur disposition, et aussi de la place qu'elles-mêmes souhaitent accorder à l'éducation artistique et culturelle. Et parfois, il suffit juste de regarder, quelle que soit la couleur des équipes municipales ou des villes, de regarder la place des élus. À quel endroit ils apparaissent. Il y a des fois où à Arcueil, l'élu qui s'occupait de l'éducation se trouvait en 2e ou 3e place. Bon, après, ça bouge. Donc, ça donne quand même aussi des fois une idée de la place qui peut être accordée à la culture, à l'éducation, à la culture et aux arts. Et au sport aussi. Malgré tout, Arcueil, qui a un passé et un présent, j'espère encore, de gauche, a toujours pensé que la place des enfants était importante dans l'éducation populaire. Et le sport, la culture, et la ville d'Arcueil a toujours essayé de développer des lieux qui sont ouverts à tous, et comme la Galerie Gonzalez, l'espace Jean Villard, la médiathèque Louis Pergaud, le conservatoire. Mettre aussi à disposition un car gratuitement, ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est le moyen justement d'aller hors de l'école à la rencontre des lieux de culture, que ce soit sur Paris, que ce soit dans les musées en plein air, que ce soit aussi dans d'autres banlieues. Par exemple, il y a le musée du Macval, pouvoir découvrir d'autres lieux. Et puis proposer aussi des classes transplantées, parce que là aussi, ce sont des dispositifs qui permettent aux enfants de vivre autrement, et on peut ouvrir et donner des respirations pour pouvoir pratiquer encore plus et encore mieux les pratiques artistiques et culturelles. Et puis, il y a aussi des lieux associatifs, comme par exemple Anigra. Tout à l'heure on en parlera parce qu'on avait fait un partenariat avec la Belle École, etc. Il y a des lieux aussi où il y a plein d'associations comme le Bahut, où se pratiquent plein d'activités aussi artistiques et culturelles pour les enfants quand ils sont peut-être un petit peu plus grands. Mais en fait, tous ces lieux-là, même s'ils sont d'accès gratuit et mis à disposition, même s'ils existent, ça ne suffit pas pour mener des projets à terme pour les élèves, qu'ils soient des quartiers prioritaires de politique de la ville ou pas, parce qu'en fait, il faut une envie des adultes qui sont en charge des enfants, et il faut aussi une synergie de tous ces adultes, donc des partenaires, pour pouvoir monter un projet et les mener à terme. Et je dois reconnaître quand même que l'éducation nationale ne facilite vraiment pas toujours la mise en place de projets. Mais c'est pas impossible. Il y a eu des choses assez extraordinaires qu'on puisse se mettre en place et se vivre avec les élèves. Alors, ce que je vous propose, c'est présenter les derniers documents concernant l'éducation artistique et culturelle. Dans le petit document de l'UPA, il y avait déjà les 3 petites questions que Éléonore a rappelées tout à l'heure, dont la première, pourquoi sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à l'art? Pourquoi et comment l'art a-t-il sa place à l'école? Les effets et les conséquences de la médiation culturelle. Donc moi, je me suis appuyée sur 2 documents. Le premier document, c'est une feuille de route. Et le deuxième, c'est la charte. Alors, je suis désolée, c'est un petit peu grisé, le document que vous avez eu, mais vous allez pouvoir peut-être retrouver ce document-là. Voilà les éléments après. Premier document sur la feuille de route.
rédigé donc par les anciens ministres, Monsieur Blanquer pour l'éducation nationale et Monsieur Riester pour la culture, ce que confirmait Guylaine en disant le rapprochement des deux ministères, et heureusement pour nous, effectivement, est adressé aux enseignants pour l'année 2020-2021. Donc effectivement, ils n'avaient pas prévu que ce serait une période aussi Covid, mais bon. Alors, sur cette feuille de route, ils écrivent « Les arts et la culture prennent part à la richesse des apprentissages des enfants, contribuant à la dimension sensible de l'éducation et à l'épanouissement des élèves, comme à la capacité à penser par soi-même et à s'exprimer dans toute sa singularité. » Donc on retrouve quand même les éléments que Jack Land avait déjà amenés. C'est exactement ce que moi j'aurais aimé savoir dire, et c'est mieux formulé. En fait, on ne peut qu'approuver ces belles intentions, mais les vraies questions, ça reste les moyens financiers et surtout les moyens humains pour pouvoir les mettre en œuvre. Et parfois, ça relève du parcours du combattant, parce que justement, il y a des grandes inégalités dans le territoire français. Voilà. Mais il y a toujours des personnes qui ont envie de faire vivre voilà, ces éléments. Ils s'appuient sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est celui de la connaissance. Donc, ils écrivent « L'éducation artistique et culturelle permet aux élèves de s'approprier des repères culturels, formels, historiques et esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en matière d'art et de développer leur esprit critique. » Donc ça, c'est effectivement un beau résumé vers quoi on aimerait tendre en termes d'apprentissage. Et c'est un vrai challenge que de pouvoir le réaliser quand on a une classe de 30 élèves. Mais ce n'est pas impossible. Le deuxième pilier, c'est la pratique artistique. Elle permet aux enfants d'accéder au langage pluriel des arts et de prendre confiance en eux, de réaliser concrètement des projets, de développer leur créativité et leur intelligence sensible. C'est aussi un puissant moyen de mener des projets en commun, de favoriser les relations sociales et d'être à l'écoute des autres, ainsi que de développer le respect d'autrui. Alors oui, c'est un accès aux différents langages des arts, et les langages des arts, il y en a beaucoup, parce qu'il y a les arts visuels, les arts du son, les arts de l'espace, les arts du langage, les arts du spectacle vivant, les arts du quotidien, les arts appliqués. Donc il faut beaucoup de temps pour mettre en œuvre et permettre à l'élève d'accéder à tous ces langages. Et c'est pour ça qu'il faut démarrer très jeune, le plus jeune possible. C'est important aussi pour qu'arriver à la fin de leurs études, qu'elles soient courtes ou qu'elles soient longues, que les enfants devenus plus grands puissent en profiter dans leur vie de jeunes adultes. Et on voit aussi en fait toute la transversalité quand on pratique les arts plastiques, voilà, et les arts en général, les autres arts, l'art du langage, toute la transversalité des apprentissages. Et pour moi, c'est ce qui donne vraiment du sens à ce que les enfants apprennent à l'école. Ils se posent toujours la question à un moment donné, mais à quoi ça sert ce que je suis en train d'apprendre là? Est-ce que ça va me servir? J'en ai pas besoin, etc. Et du coup, c'est au travers de ces activités, de ces rencontres, de ces foisonnements, de ces surprises, de ces voilà, qu'ils vont être peut-être happés et portés pour voir peut-être se diriger vers l'histoire des arts, etc. Donc c'est les mettre en appétit quoi, pour aller après un peu plus loin, avoir envie. Et cette partie-là de la pratique artistique, elle est partagée à la fois dans l'école et puis hors de l'école, comme Arcueil, avec les lieux, la galerie Gonzalez, je ne redirai pas les mêmes, la médiathèque, Anigra, etc. On a la chance d'avoir dans un petit espace géographique, à peine 1 kilomètre de rayon, beaucoup de lieux culturels, sans compter le patrimoine, tout l'espace patrimonial qu'on a sous les yeux, et des fois sous les pieds. Voilà. Le dernier pilier, donc il y avait la connaissance, le 1, la pratique artistique, le 2, et le troisième pilier, c'est la rencontre avec les œuvres, mais aussi la rencontre avec les artistes. Donc leur texte, elle vise à faire l'expérience d'œuvres authentiques
et de lieux de culture pour mieux se les approprier, à apprendre à partager le sensible, à développer sa curiosité. Dans mon expérience d'enseignante, moi j'ai constaté qu'en fait, être immergé dans les œuvres, pour les enfants et les adultes aussi, ça provoque beaucoup d'émotions. On en parlera tout à l'heure des émotions qui sont différentes aussi de celles de la contemplation, parfois d'une œuvre en 2 dimensions. Si on va regarder dans les livres ou même si sur le tableau numérique on va projeter des choses. C'est pas du tout le même rapport à l'œuvre réelle. Et plus tard, ce rappel d'émotions les amènera-t-il à franchir plus facilement les portes d'une galerie ou d'un musée ou d'un théâtre, et surtout en se sentant légitime pour le faire. Parce qu'on voit bien, on a parlé aussi des familles, et on voit bien que quand c'est soutenu par les familles, les enfants se sentent, ou les collégiens ou les adultes se sentent légitimes de pousser la porte d'une galerie, même si c'est une galerie privée, alors que d'autres ne se sentiront pas légitimes pour le faire. Donc on a du travail à faire pour la confiance en soi aussi. Et justement, c'est le pari qu'a fait la ville d'Arcueil en créant cette galerie d'art contemporain. Quand même, c'était pas gagné d'avance. La rencontre avec les artistes, elle étonne les enfants. Ils y sont confrontés à la grande diversité avec les artistes, et du coup, il n'y a pas de stéréotype, quoi. Tous les artistes ne sont pas morts. Voilà. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes, il y a des vieux. Et chaque artiste a choisi une forme d'expression qui lui est singulière. Et cela peut réconforter aussi beaucoup d'enfants qui se sentent parfois un peu différents. Parce qu'on a tendance aussi à penser qu'à l'école, on resserre pour que tout le monde soit un petit peu pareil. Et bien là, au contraire, on voit toute la singularité de chaque artiste, et donc ça ouvre des portes. Tout peut être ouvert, voilà. Leur remarque, quand ils rencontrent les artistes, c'est beau, c'est moche, j'aime pas. En fait, il est questionné par l'artiste lui-même, qui leur dit non, tu peux pas dire ça de mon travail, parce que l'artiste, il leur explique que c'est un travail. Alors que eux, quand ils sont à l'école, en général, c'est la récompense, la détente, il y a quelques... Donc, il y a ce lien à faire, et ça se fait avec les médiateurs, médiatrices culturelles. Et pour les arts plastiques, par exemple, cette diversité, on peut travailler sur des petits formats, des grands formats, de la peinture acrylique, de l'huile, de l'encre, des matériaux naturels ou pas, des choses en volume, de la terre, du verre. Et puis je pensais aussi à la scénographie, qui est très importante. À la Galerie Gonzalez, il y a eu des scénographies assez exceptionnel, je trouve, avec à un moment donné, je me souviens plus de quelle expo, il y avait une sorte de talus qui avait été fait d'ailleurs en coopération avec les services, les jardins de la ville, etc. Il y avait de la céramique, il y avait des choses. Donc du coup, les enfants, ils aiment bien ça parce qu'on rentre dans un univers. Et je crois que c'est ça aussi qu'on leur apporte quand on les amène, en tout cas là, moi je parle de la Galerie Gonzalez, mais ça peut être le cas quand on vient ici voir des spectacles vivants, c'est qu'on leur permet de regarder parfois juste par le lorgnon, là, de découvrir des univers autres et du coup d'aller plus loin que leur propre univers scolaire ou même familial, et de pouvoir s'échapper et du coup de pouvoir rêver, quoi. Je pense que c'est important, et même l'école, elle doit pouvoir aider à faire ça. Parfois, je me souviens de rencontres avec certains artistes, c'était pas si facile que ça, hein. Il y avait des frottements et du coup, les enfants, en fait, ça les gêne pas trop parce que ils y vont, quoi. Ils y vont avec leurs questions, ils s'occupent pas, ils posent des questions au naturel et des fois, c'est même l'artiste lui-même qui est un peu déstabilisé. Mais en tout cas, à chaque fois, le dialogue a été vraiment riche, drôle, cocasse, voilà. Donc ça a toujours été un plus pour tout le monde, quoi.
Et en tant qu'enseignante, quand on profite de ça, c'est un cadeau, quoi. C'est un vrai cadeau. Mais tous les artistes ne sont pas capables de faire ça, d'avoir cette relation aux enfants plus jeunes, très jeunes, les élémentaires ou les collégiens ou même les lycéens. Je pense qu'il y a des artistes qui ne préfèrent pas avoir ce contact. Voilà. Mais c'est toujours très riche. J'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui étaient eux-mêmes artistes et qui ont accepté de venir faire des choses dans le cadre de la classe et de l'école. Et du coup, ça décuplait les sensations pour tout le monde. Pour les enfants particuliers, déjà, les parents dans la classe et tout, on va faire ça. Donc, il y a une espèce de vibration qui s'installe et parfois, il faut canaliser, il faut faire respirer. Mais je pense qu'ils éprouvent la porosité possible entre l'espace familial et l'espace scolaire. Et ça, c'est important. C'est un moment privilégié qu'on partage. J'avais fait une expérience, mais je parlerai peut-être tout à l'heure, à la maternelle Kergomar. D'ailleurs, c'était mon beau-père qui était artiste peintre, Roger Tristram. Il était venu peindre une toile à plat. Et comme c'était une petite école, du coup, tout le monde était là, autour de lui. Et quand je dis tout le monde, c'est-à-dire les enfants, tous les âges de maternelle, il y avait les ATSEM, les animateurs, les enseignants. Et du coup, on en profitait tous de ce qui se passait. Donc ça aussi, je remercierai jamais assez les parents qui ont osé aussi s'aventurer, parce que c'est pas toujours simple. Alors, la deuxième partie, c'est justement les réponses. C'est essayer de trouver des réponses aux 3 petites questions au travers du texte là que vous avez qui s'appelle la charte de l'éducation artistique et culturelle. Donc on va réentendre un petit peu les mêmes mots, on voit bien. À la question, donc pourquoi sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à l'art ? Si vous arrivez à lire ou si vous n'avez pas entendu, eh bien parce que l'éducation artistique et culturelle doit être accessible à tous. Donc ça, c'est dans le petit 1. Elle vise à l'acquisition d'une culture partagée, riche, diversifiée dans ses formes patrimoniales et contemporaines, populaires et savantes, et dans ses dimensions nationales et internationales. Elle contribue à la formation et à l'émancipation de la personne, à travers le développement de sa sensibilité, de sa créativité, de son esprit critique. Donc on entend bien les piliers qu'on a entendus précédemment. Elle doit prendre en compte tous les temps de la vie des jeunes, impliquant leur environnement familial et amical. Alors là, pour moi, ça a été une première, où dans une charte, la place de la famille et les amis. Non, c'est bien la première fois que j'entends cette... Donc je ne sais pas comment ça peut se traduire après. Mais bon, c'est important. Et elle permet de donner du sens à leurs expériences et de mieux appréhender le monde qui est le leur, le monde contemporain. La deuxième petite question, moi je la coupe en 2, c'était comment et pourquoi l'art peut-il avoir sa place à l'école ? Toujours pareil, j'ai pioché les réponses dans la charte. Parce que l'éducation artistique et culturelle doit être accessible, on retrouve la première réponse au sein des établissements. Elle permet l'acquisition de connaissances. L'école est quand même le lieu favori pour ça. C'est une éducation à l'art et c'est une éducation par l'art. Donc ça, je trouvais ça aussi intéressant. Et elle prend en compte les différents moments de la vie des jeunes. Elle permet l'égal accès de tous les jeunes et repose sur un engagement mutuel entre les différents partenaires, dont la communauté éducative, les autres partenaires. Donc ça me paraît essentiel. Et elle relève d'une dynamique de projet associant ces partenaires. Donc c'est bien ça qui va permettre de faire tenir des projets et les faire aboutir après aux réalisations, aux expositions faites par les élèves. Après, comment l'art peut avoir sa place à l'école ? En fait, c'est la partie qui est mise en œuvre par les enseignants, puisque l'enseignant il va s'appuyer sur les ressources qu'il a à sa disposition, la plupart du temps gratuites, parce qu'on n'a pas de sous, donc c'est vite fait. Donc et puis on se passe les bonnes
les bonnes adresses. Et là, on vient d'en découvrir une nouvelle, vous verrez avec Claire. Donc, par la fréquentation des œuvres, la rencontre avec les artistes, la pratique et l'acquisition de connaissances, en fait, concrètement, moi, ça s'est traduit par aller à la Galerie Gonzalez, le travail en classe, l'utilisation des ressources numériques, faire les sorties scolaires, et puis aussi travailler avec la médiathèque, parce qu'on peut faire, ils nous préparaient un fonds de livres en lien avec la thématique qu'on voulait faire, avoir la chance de travailler avec l'espace Jean Villard, parce que des spectacles avec des thématiques aussi liées peut-être aux lectures qu'on faisait avec les élèves les plus grands, les propositions aussi de dire si vous avez un thème qui vous intéresse cette année, vous nous le dites, nous on va rechercher un film qui peut peut-être répondre et intéresser vos élèves. Donc ça, je ne sais pas si ça existe partout ailleurs, mais ça a été une grande chance et un grand soutien pour avancer justement dans l'éducation artistique et culturelle. L'engagement des différents partenaires, là on en parlait, la dynamique de projet. Alors la dynamique de projet, elle peut être à la fois individuelle. C'est un enseignant qui va dire tiens Claire, moi j'aimerais bien bosser et emmener mes élèves à la maison Douaneau, voilà, sur la photo, etc. Donc ça c'est quelqu'un qui démarre, qui porte le projet. Des fois, il y a la complicité de parents qui proposent aussi en disant tiens, moi je sais faire ça, si ça vous intéresse, si vous voulez, je peux venir ou pas. Des projets collectifs, dans le cadre des projets d'école, des fois, ou les projets proposés par l'Éducation nationale, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont proposées. Et puis ceux proposés par la ville, comme par exemple ce moment un peu particulier, exceptionnel, pour la classe de CLAD, classe d'adaptation de l'école Jules Ferry, avec des élèves en difficulté scolaire, voilà, et qui ont pu aller dans le centre qui s'appelle La Source, la Guéroulde, qui est un centre qui a été créé par un artiste qui s'appelle Gérard Garouste, pour accueillir justement des personnes qui sont un peu différentes, voilà, qui se sentent un peu différentes des autres, pour avoir des projets. Tout ça en lien avec un artiste. Et les élèves, comme la maîtresse, Nathanaël, l'autre qu'on excuse ce soir qui ne pouvait pas être là, ont bénéficié de ce projet parce que les services culturels de la mairie l'ont porté, ainsi que le service éducation et service enseignement des affaires scolaires avec Amel Ouakef. Donc c'est tout un réseau en fait de personnes, parce qu'il fallait quand même financer ce projet. Donc ça, c'est un plus. Et puis la formation des différents acteurs. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais moi, j'ai vécu quand même des situations où c'était au bon vouloir de l'enseignant de participer à un stage ou pas. Et moi, il y a longtemps, on pouvait partir 2-3 semaines en stage, justement, où on pouvait faire des arts ou d'autres choses. Et pendant ce temps-là, on laissait la place aux futurs jeunes professeurs d'école. Donc c'était bien pour tout le monde, quoi. L'enseignant prenait l'air et les autres se formaient. Tout le monde était content, les enfants aussi. Voilà, je vais terminer sur quelque chose de pratique. Une école, c'est aussi un lieu, des bâtiments qu'on n'a pas forcément choisis en aménagement. Et c'est bien quand on a un espace, un aménagement qui peut être dédié à la pratique des arts, qu'elle soit plastique ou autre, avoir une grande salle pour pouvoir circuler, gesticuler, faire du théâtre, danser ou faire des arts plastiques. Parce que souvent c'est déterminant dans le fait de se lancer ou pas. Moi j'ai entendu souvent « Oh là là, non, je ne vais pas faire ça, c'est salissant, les dames de service, elles vont m'engueuler. Voilà, non, oh là là, ça fait du bruit, on ne peut pas les laisser faire ça. Ah puis t'as vu, le robinet, ils vont traverser avec les pinceaux. » Et oui, effectivement. Il y a du nettoyage à faire, c'est pas simple. Et puis parfois, si on n'a pas d'espace dédié, il faut accepter de transformer sa propre salle de classe. Et il y a des enseignants pour qui la salle de classe, c'est carrément leur deuxième maison. Hein. Donc, il ne faut pas trop y toucher. Et donc, ça fait bouger tout le monde. Voilà. Et l'importance d'associer tous les partenaires. Voilà, de savoir que tout le monde contribue,
toutes les personnes. Parce que si on a un accrochage de toiles, comme là, il y avait eu suite à des expositions à la Galerie Gonzalez, et ben, même les adultes, ils vont regarder autrement, ils vont s'arrêter, ils vont regarder, ils vont discuter. Et toutes les personnes, ça va du gardien aux ATSEM, aux animateurs, et il y a des échanges avec les enfants, et donc ça, c'est très important, parce qu'en fait, on est tous des éducateurs. L'enfant, il est là sur toute la journée, donc on a tous notre rôle à jouer. Et des personnes qui parfois pensent que c'est pas leur rôle, eh ben, elles savent pas encore qu'elles ont rendu service à certains enfants, simplement en prenant le temps de regarder ce que l'enfant a fait. Et c'est une grande fierté quand on partage avec les parents. Alors souvent, c'est plutôt en fin d'année, hein, quand il y a des spectacles où là, tout le monde peut mettre en valeur ce qu'il a fait, le travail, ou les expositions en cours d'année. Dernier mot, la médiation, sur la question quels sont les effets, les conséquences sur des médiations artistiques et culturelles. Il faut penser que l'enseignant aussi, c'est un médiateur à sa manière, mais lui, il a l'habitude d'œuvrer dans un espace qui est très codifié, hein, très organisé pour la majorité de ses autres enseignements. Donc des fois, ça peut le mettre en situation peut-être mal à l'aise de pouvoir mettre en route tout ça. Et ce qui est important, c'est de sortir aussi de l'école, parce que du coup, tout le monde se retrouve à la même place. Ça change la perception des enfants, des enseignants. Et ça permet aussi, quand il y a les médiations culturelles, à l'enseignant de voir ses élèves autrement et d'avoir le temps de pouvoir les voir et de faire avec eux. Donc ça, c'est génial quand il y a des pratiques artistiques comme l'atelier avec Ayako, je ne sais plus le nom, mais je vous dirai, magnifique, où tout le monde était autour de la toile par terre, enfants, adultes, c'était super. Mais après, il y a eu un vernissage où les parents sont venus. Voilà, vraiment, ça met en valeur et c'est du sérieux. Les enfants se rendent compte que c'est un vrai travail. Voilà. Et les émotions aussi, de pouvoir permettre... même s'il y a un peu d'agitation quand on va, par exemple, à la Galerie Gonzalez, même si on est là en train de faire avec les élèves, en fait, on a toujours des yeux derrière la tête parce qu'on s'assure quand même, un, de la sécurité des élèves et deux, aussi qu'ils gardent une posture de respect par rapport au lieu dans lequel il est. De ne pas monter sur les sièges quand on vient voir un spectacle, même s'il y a un grand enthousiasme, voilà. Et puis, ben voilà, je crois que je vais laisser la parole aux actives, et puis ben, j'espère qu'on pourra bien échanger sur vos propres expériences après. Donc moi, je suis actuellement directrice dans une école élémentaire, j'ai aussi été directrice en maternelle, donc à Arcueil. Donc là, clairement, voilà, nous on parle d'Arcueil par rapport à d'autres collègues qui sont dans d'autres écoles, dans d'autres villes. Il faut dire clairement qu'on a vraiment une offre culturelle hyper riche sur la commune d'Arcueil, c'est indéniable de toutes les façons. Et donc actuellement, ce que Guylaine parlait du bulletin tout à l'heure, aujourd'hui, dans les bulletins de l'école, on va dire élémentaire, on a plusieurs parcours que les enfants doivent faire lors de leur scolarité. Donc il y a le parcours citoyen, le parcours sur la santé et le dernier parcours, dans l'ordre où je le dis, hein, je ne dis pas que c'est le dernier, mais c'est le parcours d'éducation artistique et culturelle. Donc ça, normalement, c'est pour que chaque cohorte d'élèves ait rencontré la même chose, pour se créer un bagage culturel, ce qui est hyper important pour lutter quand même contre les inégalités sociales. Donc, je ne vais pas tout vous lire le parcours culturel de mon école, mais c'était pour vous montrer, par exemple, si je prends l'art du langage, l'équipe enseignante se dit que, voilà, dans les classes de CP, on va travailler sur les rimes simples, donc c'est-à-dire que quand on passera en CP, dans n'importe quelle année, on aura fait ce thème des arts du langage. En CE1, on va travailler sur les acrostiches, bien sûr, on fait autre chose. En CE2, on va travailler sur la fable. En CM1, on va travailler sur le théâtre. Et en CM2, on va travailler sur les calligrammes. Donc déjà, c'est se dire qu'en 5 ans, les enfants auront vu obligatoirement 5 formes d'art. Et ils auront tous été en contact avec ça. C'est comme les artistes. On a décidé, alors c'est aussi suivant les affinités des enseignants, bien entendu, mais que toute la cohorte de CE1 aura entendu parler de Magritte et du Buffet. Donc on sait que en 5 ans,
ce sont 2 artistes que les enfants auront tous vus en CE1. Voilà, donc c'est vraiment pour créer un bagage culturel. Et donc, c'est inscrit maintenant sur le bulletin. Donc, mais maintenant, voilà, ça a une place. Alors après, comme on disait, par rapport aux parents, il est vrai que des fois, on va dire, ça se trouve à la fin du livret numérique, hein, c'est comme ça, et qu'on commence par le français et les maths, et que souvent, quand les parents viennent échanger avec nous, ils vont parler quand même des résultats des enfants en français et maths, et très peu sur le parcours artistique et culturel, il faut le reconnaître. Mais il existe. C'est dans les programmes, et c'est vraiment pour créer une base commune à tous les enfants. Voilà. Et il y a aussi le PEAC en maternelle. Donc après, ça dépend des groupes scolaires, hein. Nous, on fait attention qu'ils ne fassent pas la même chose. Mais bon, si on travaille sur Giacometti en petite section, on travaille différemment en CM2 de toutes les façons. Donc tous les arts doivent être vus, c'est vraiment au programme. Donc il y a ce PEAC. Et nous, dans nos horaires d'élémentaire, on a l'écoute musicale qui est détachée de tout ça. En cycle 3, on a l'histoire des arts qui doit être aussi enseignée aux enfants. Donc il y a quand même une grande importance. Voilà, donc il y a quand même une grande importance dans nos programmes aujourd'hui de la présence de l'art. Alors moi, j'ai beaucoup enseigné en quartier politique de la ville, donc c'est vrai que notre rôle aussi, comme le disait Claire, c'est d'éduquer les enfants aussi à visiter ces lieux. Parce que peut-être qu'avec leur famille, ils ne viendront pas. Et c'est sûr que si la première fois qu'on va au théâtre, c'est quand on a 15 ans, c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est très codifié aussi, hein, comment assister à un spectacle, quelle réaction on peut avoir, le respect des artistes qui sont sur scène. Voilà, donc c'est un grand travail. De mon expérience de 20 ans, quand même, les enseignants voient aussi l'art artistique aussi un moment où on souffle en classe. Voilà, c'est pas la même chose que d'enseigner du français, d'enseigner des mathématiques, donc c'est aussi une bulle d'air. Sortir de l'école, c'est encore plus une bulle d'air, mais voilà, je parle que en maternelle ou en élémentaire, hein, mais c'est quand même très important, et il y a les maths et le français. Alors pour la formation des enseignants, là, aujourd'hui, c'est différent, parce que comme disait Guylaine, 20% des enfants qui sont en difficulté scolaire. Donc pour l'instant, quand même, la politique de notre côté pour la formation des enseignants, c'est de les former en français et en maths. Hein. On n'a plus beaucoup de formation sur le domaine artistique. Hein. Ça, là, c'est quelques dernières années. Après, bien sûr, il y a beaucoup d'enseignants qui se forment personnellement, hein, sur d'autres heures, bien entendu. Mais après, il faut avoir des partenaires gratuit le plus souvent, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Et on a aussi, il y a quand même des progrès, point de vue budget. On a des plateformes à l'Éducation nationale où les enseignants peuvent déposer des projets. Alors après, par exemple, moi j'ai 13 classes, hein, donc ça veut dire que si j'ai une classe par an qui a une subvention, c'est super. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Et on a aussi cette possibilité, outre la mairie d'Arcueil qui quand même est très actif auprès des écoles, mais on peut aussi déposer des projets. Mais souvent, c'est vrai que ça vient de l'enseignant. Les gros projets, parce que c'est du temps, c'est de l'investissement, mais l'art a une place importante à l'école élémentaire et maternelle, ça, il n'y a pas de souci, parce que c'est transversal, on travaille tout. Après, on va vous montrer des exemples pour vous expliquer un peu tout ça, mais c'est vraiment on va dire un gros point quand même de nos programmes aujourd'hui. C'est plus mis sur le côté quand même. Vos deux témoignages sont très intéressants parce que c'est quelque part les textes, la théorie et l'application pratique, mais surtout ils sont particulièrement sincères. C'est-à-dire que vous nous avez vraiment exposé vos joies et vos peines. Et c'est important pour comprendre l'importance, pour comprendre combien quelquefois c'est un combat, et on est très heureux des réussites. Alors maintenant, on va sortir de l'école. Voilà, on sort et on va sortir avec Claire. Alors, j'ai peur d'écorcher ton nom de famille, donc tu vas le redire toi-même. Voilà, avec Claire qui est médiatrice culturelle. Et donc Claire, d'abord, elle va se présenter, bien sûr. Elle va nous parler de l'accès à la culture
hors de l'école, avec un focus sur ce que sa pratique facilite, c'est-à-dire l'expression des émotions. L'autre Claire nous a parlé des émotions tout à l'heure, tu as dit le mot, mais cette Claire travaille en particulier dessus et c'était un éclairage qui nous a beaucoup intéressés. Donc, je te laisse la place. Bonsoir à toutes et tous. Donc, voilà, moi, je m'appelle Claire Der-Ovanessian. Je suis cofondatrice d'un bureau indépendant de médiation culturelle qui s'appelle BIM. J'ai une pratique puisque j'étais en reconversion professionnelle. Je suis un peu, moi, issue de tout ce que j'ai entendu là, parce que je suis une jeune femme qui a fait ses études dans le public, toutes mes études dans le public et des études artistiques. Et j'ai eu la chance, dès la primaire, en fait, d'avoir des institutrices qui étaient passionnées d'art. Et très sincèrement, en CM1, je suis arrivée chez moi en disant à ma mère que j'allais être peintre. Donc, voilà. C'était clair, net et précis. Et c'est la réalité. C'est-à-dire que j'ai un travail... je suis chargée de projet en médiation culturelle et je suis médiatrice, mais je suis plasticienne. Et j'ai fait mes études dès la seconde à l'école Estienne, donc une école à Paris qui est une école d'art graphique. Tout de suite, j'ai su que je voulais être dans les arts parce que j'ai été sensibilisée non pas par ma famille, mais par toutes mes institutrices. Et j'ai visité des endroits que aucun de mes deux parents ne m'ont jamais fait visiter. C'est même moi-même qui ai emmené ma mère au musée pour la première fois de sa vie. Donc, vous voyez, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et puis, j'ai ensuite eu un parcours scolaire à l'université. Enfin, voilà, j'ai été étudiante en arts plastiques, histoire de l'art et arts plastiques. Et ensuite, j'ai intégré les arts décoratifs à Paris. Donc, j'ai vraiment un cursus totalement artistique. Mais c'est compliqué d'être une artiste, je dis bien une. Donc, j'ai dû me rabattre sur d'autres métiers que celui de plasticienne. J'ai 43 ans et à l'époque, il n'y avait pas autant de formats de résidence. Mais je veux dire, c'est un sport, très très long, un sport de fond, que d'être artiste. Mais j'avais cette problématique qui est une problématique beaucoup plus visible qu'à l'époque. Donc en sortant des arts décoratifs, on ne devenait pas artiste. Quand on était une femme, on faisait autre chose. Et j'ai eu un parcours très dans les arts, dans la culture. J'ai été intermittente du spectacle dans le secteur de la décoration. Et puis j'ai souhaité à un moment donné revenir à ma pratique en me disant tiens, est-ce que je pourrais intégrer peut-être un secteur. Et donc j'ai tout de suite visualisé le secteur des publics, ce qu'on appelle le secteur des publics, parce que la médiation culturelle, je vais revenir sur sa définition, mais s'il y en a une, ce qu'on appelle la médiation culturelle, c'est un département qui fait partie de ce qu'on appelle des services des publics. Donc je ne sais pas si dans les mairies, dans les écoles, dans les mairies en tout cas, s'il y a des services des publics. En tout cas, dans les fondations, dans les musées, il y a ce grand service qui va justement s'occuper de l'accueil des publics. Et la médiation culturelle, c'est créer des outils, en tout cas, pour recevoir les publics, quels qu'ils soient. On pourra parler des publics scolaires tout à l'heure, puisque c'est le cas. Mais en tout cas, on pourra... les musées et la médiation culturelle vont créer ce département qui va s'occuper de la création d'outils. Ça va de la simple visite au dossier pédagogique en passant par une visite numérique. Aujourd'hui, il y a énormément de formats possibles. Ça va des activités, d'ateliers, des rencontres. C'est assez vaste. Et c'est vrai que la médiation culturelle, être médiateur ou médiatrice culturelle, aujourd'hui, c'est avoir une espèce de trousse à outils absolument phénoménale. Je vous passe les détails de tout ce que je suis censée et ce que je dois faire. Ça va de parler 2 à 3 langues
à la gestion d'outils numériques pour faire des dossiers pédagogiques, en passant par la création d'un atelier et de la prospection. Enfin voilà, c'est extrêmement vaste. Parfois, on vous demande même de sauver une œuvre d'art. Donc, la médiation culturelle, c'est autant une problématique que vous, puisque on le verra, il y a comment dire, l'accueil des publics a été aussi géré par des politiques. Il y a voilà, la médiation culturelle, c'est une profession assez genrée, c'est une profession qui est extrêmement féminine. Pourquoi ? Parce que voilà, dans son histoire, les musées, on va dire musée du Louvre, qui a été un espèce de point de départ, eh bien, les conservateurs hommes étaient quand même extrêmement frileux et même terrorisés à l'idée que des femmes pouvaient devenir conservatrices. Et donc, il y a eu à un moment donné eh bien, cette idée qu'on allait leur donner une action qui serait l'accompagnement. Donc c'était ce qu'on appelait de l'accompagnement. Voilà, on accompagnait les publics. Alors les publics, évidemment, tout le monde ne rentrait pas au Louvre, pour leur expliquer les œuvres d'art, avec là aussi des histoires de salaire, d'argent, voilà, toute une historicité aussi qui se fait, ce qui fait qu'aujourd'hui la médiation culturelle n'est pas toujours une profession extrêmement correctement rémunérée. Moi-même, je fais partie d'une association de professionnels qui s'appelle BLA. Si voilà, il y a des gens qui sont intéressés par la médiation culturelle, il y a énormément d'outils sur ce que peut être la médiation culturelle, des textes aussi historiques. Donc BLA, B-L-A, point d'exclamation. Il y a des belles ressources et on vient voilà, de créer la charte des professionnels de la médiation en art contemporain. Donc voilà, si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas. Donc la médiation culturelle, c'est ça, c'est aussi un métier, c'est aussi des postures, vous en parliez aussi, c'est quoi la légitimité, comment accueillir les publics, il y a eu voilà, plusieurs dates qui ont fait quand est-ce que la médiation culturelle elle a existé. Comme je vous ai dit, c'est un espèce de work in progress, comme l'éducation artistique et culturelle. Donc, il y a une date assez importante qui correspond aux années 2000. Voilà, c'est 2002, c'est la loi Musée. Donc, c'est une loi, donc dans l'article 2, les musées de France ont pour mission permanente alors je vous ai simplement pris le point B et le point C pour pas étaler toutes les lois. Donc, le point B, c'est de rendre leur collection accessible au public le plus large, et de concevoir et de mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture. Donc là, c'était, je dirais, parti pour une espèce de course effrénée, parce qu'il fallait s'équiper d'un service, donc ce fameux service des publics, là aussi de grandes inégalités, puisque on ne savait pas comment faire, mais qui va-t-on embaucher en fait ? C'est quoi la formation ? Il y avait des formations qui tout doucement naissaient dans les universités, mais là aussi on a commencé par prendre des gens un peu multitâches, quoi. C'était vraiment, tu fais un peu de prod, t'es un peu plasticien, donc tu sais faire des budgets, mais tu sais aussi parler aux enfants. Donc faut imaginer un peu le panel de savoir et de savoir-être et savoir-faire qu'il faut déployer pour être en fait médiatrice culturelle. C'est vraiment en fait un très large champ d'action. Et c'est vrai que l'essentiel, c'est le public. C'est comment reçoit-on les publics. Et là, en l'occurrence, comment reçoit-on des enfants, sur cette thématique-là, on va rester quand même sur l'école élémentaire. Et comment leur faire découvrir finalement des parcours artistiques, des œuvres d'art, des techniques, sans spécialement les influencer. Je dis ça parce que on va parler de l'émotion, et finalement, quand on commence à creuser un peu dans nos sociétés, nos émotions, elles sont finalement extrêmement codifiées. On va dire à un enfant, tu ne pleures pas, tu ne vas pas toucher. Tu ne dois pas avoir peur. Là aussi, les émotions sont extrêmement codifiées. Aussi, si vous êtes une fille ou si vous êtes un garçon, on va aussi codifier ces émotions. Donc, quand on va regarder une œuvre d'art, et en médiation culturelle, c'est aussi une problématique. En plus, nous, on est sur un temps court.
les institutrices ont les enfants sur un temps long. Et puis, on a aussi cette dynamique de groupe. Alors, nous, c'est vrai qu'en médiation, on essaye de diviser, finalement, pour avoir des plus petits groupes, c'est-à-dire qu'une classe de 24 élèves ou de 30 élèves, on va les diviser déjà en 2, parce qu'on sait déjà que si tout le monde doit prendre la parole, c'est pas une seule classe, c'est pas le groupe en entier qui pourra. Donc on essaye déjà de séparer les enfants. Et là aussi, la médiation culturelle, elle a une histoire. C'est qu'au départ, elle avait cette envie de transmettre. Donc il y avait une forme de transmission d'un savoir. Alors lequel, là aussi, parfois, peut être extrêmement codifié. Et aujourd'hui, je dirais que la médiation, elle est plutôt dans l'écoute. On a très envie d'écouter et de savoir ce que pensent finalement les enfants qui viennent regarder de l'art. Avant, c'était eux qui devaient nous écouter, donc avec une forme de posture un peu de guide ou conférencier, conférencière, avec un délivrer un savoir. Il va falloir que vous emmagasiniez au maximum toute l'histoire de l'art. Alors qu'aujourd'hui, on va être dans une autre posture. En tout cas, il y a des médiations dites sensibles, mais ça ne vaut pas non plus pour tout le monde, parce que là aussi, penser un programme, penser un atelier, ça prend du temps et c'est pas toujours évident quand il n'y a pas d'argent et qu'il faut travailler jusqu'à pas d'heure. Donc, c'est pas toujours très simple pour les équipes de médiation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les enfants, aujourd'hui, on a envie de les écouter. On a envie qu'ils nous disent ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient, ce qu'ils perçoivent. Et c'est des moments qui sont sincèrement assez fous, parce que j'ai vu des enfants comprendre des œuvres d'art vraiment de façon extrêmement rapide, tout de suite, alors que l'œuvre paraissait extrêmement drôle, extrêmement joyeuse, pleine de couleurs. Alors je m'attendais tout de suite à avoir un truc super joyeux, et j'avais un enfant qui me disait non, mais moi ça me fait penser tout de suite à l'hôpital, ça me fait penser à des sujets qui étaient les sujets de l'artiste en fait. Donc c'est vrai que les enfants ont cette faculté finalement, en tout cas instinctivement peut-être, d'avoir finalement une analyse qu'on ne soupçonne pas, parce qu'on dit ils sont trop petits. Et en même temps, on met souvent des responsabilités importantes sur les enfants. On a tous, je pense, des histoires d'enfants qu'on a rencontrés qui avaient de grandes responsabilités au sein de leur famille. Et en même temps, on les voit toujours très petits. Donc, les enfants ont une analyse assez pertinente, finalement, de ce que les artistes peuvent faire. En tout cas, il faut essayer, finalement, nous, en médiation, on essaye de les accompagner pour qu'il n'y ait pas de limite. Quand on parlait de la création et de l'imagination, si vous limitez les enfants, si vous codifiez, si vous les obligez finalement à aller dans une direction et pas dans des directions, ça va les fermer. Et c'est vrai que je pense que l'éducation artistique et culturelle, elle permet d'ouvrir des champs de possibles. Et on parlait de transversalité aussi. Les artistes ont toujours travaillé avec des scientifiques. Les artistes ont toujours travaillé avec des poètes, avec des philosophes. Donc la transversalité dans une seule œuvre d'art, elle est extrêmement importante, parce qu'une œuvre d'art, c'est un contexte. C'est un contexte historique, politique, social, culturel, environnemental. Et donc ça, à partir d'une seule œuvre d'art, vous pouvez finalement déployer et appliquer peut-être des choses qui peuvent paraître abstraites. Une addition, au départ, ça peut paraître abstraite, alors que peut-être que dans une œuvre, je sais pas, de Magritte ou d'autres artistes, ça pourra paraître moins abstrait finalement. Donc l'éducation artistique, en tout cas la médiation, nous, on est un complément. Puisque, alors, il y a aujourd'hui, il y a des programmes de médiation, donc des hors les murs, qui sont inscrits sur des longs termes. Je pense, alors, désolée, moi, je suis à Paris et à Marseille. Je suis pas d'Arcueil, mais je suis toujours à l'écoute de ce qui se fait, ailleurs, évidemment, parce qu'il y a énormément de choses, et je suis très, très contente d'être là, et je sais ô combien on a beaucoup échangé, donc je sais exactement quand même ce qui est fait aussi ici. Mais sur
Paris, il y a énormément de structures qui essayent, qui développent en tout cas des actions longues aussi, je pense donc voilà à la Gaîté Lyrique. Après, il y a des structures qui sont très connues comme le Centre Pompidou qui ont énormément de lieux d'action et qui ont été à l'écoute des publics depuis un moment. Alors évidemment, c'est pas toujours simple d'aller au Centre Pompidou. Je sais qu'il y a des offres qui sont plutôt payantes, d'autres qui sont plutôt gratuites. Ça aussi, l'inclusivité, si elle pouvait déjà passer par la gratuité, ce serait formidable parce que évidemment, c'est un coût pour les enseignants. Évidemment, il y a des choses qui ne sont pas gratuites. Mais c'est vrai qu'on essaie. Oui, alors le pass culture, c'est un autre débat, mais moi j'avoue que c'est quelque chose, c'est un outil monnayable quand même, alors gratuit pour l'enfant, mais bon, voilà, il y a toujours une question d'argent. Mais ce qui est important, en tout cas, moi que je redis beaucoup dans les fins de médiation, dans les fins de visite, c'est que les musées sont gratuits. Il y a beaucoup de musées gratuits pour les moins de 18 ans. Donc ça, je l'explique. Pour les parents qui pourraient être en transition ou qui sont par exemple au chômage, je leur explique qu'avec l'attestation Pôle emploi, c'est gratuit. Il y a beaucoup de musées gratuits. Et il y a énormément de lieux gratuits. C'est-à-dire que la collection du musée d'art moderne de la ville de Paris, la collection permanente est gratuite. Le musée Carnavalet est gratuit. Toutes les collections permanentes des musées de la ville de Paris sont gratuites pour les adultes et les enfants, c'est-à-dire que la collection permanente du Petit Palais, qui est absolument magnifique, elle est gratuite. Donc là aussi, informer finalement pour les parents quand ils ont pas beaucoup de sous, eh bien de dire voilà, il y a des lieux qui sont possibles. En tout cas, ce qui est sûr, et moi la conviction qu'on a toutes ici, c'est que la création artistique contemporaine et patrimoniale et la culture sous toutes ses formes dans le cinéma, elle contribue vraiment à construire parce qu'elle scénarise aussi les choses. Elle apporte des réponses à des questions parfois de façon plus directe que des apprentissages qui peuvent être longs, même si évidemment je crois beaucoup dans le français, dans les langues et évidemment dans les mathématiques. J'ai pas de problème là-dessus. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait moins que ce soit beaucoup plus transversal. Il faut vraiment continuer en tout cas à permettre d'avoir de l'action artistique, mais surtout de donner les moyens. Et des moyens qui vont soit des moyens financiers pour permettre des sorties, mais aussi des moyens financiers pour former les gens, parce qu'on ne peut pas s'improviser. Moi, je vois beaucoup d'improvisation, et les improvisations peuvent être aussi dangereuses, que ce soit pour les encadrants. Vous-même, vous pouvez être mis en danger. L'art, c'est super, mais il y a aussi... j'ai vécu des situations où les œuvres d'art peuvent faire peur. On parlait d'émotion, voilà, une œuvre d'art peut faire peur et on peut, sans s'en rendre compte, laisser partir un enfant angoissé de ce qu'il vient de voir, angoissé parce qu'il n'a pas pu expliquer correctement. Donc parfois, il faut... Alors là aussi, on va se censurer ou il ne faut pas se censurer. C'est toujours très compliqué. Mais c'est vrai que voilà, dans la médiation culturelle et dans la rencontre avec des œuvres, il y a parfois des dangers. Et c'est pour ça que c'est bien d'être une équipe, de ne pas être seul, de pouvoir échanger. Et en médiation culturelle, parfois, on peut être seul aussi. On peut se sentir seul parce qu'on a une hiérarchie qui peut ne pas vous écouter ou ne pas comprendre. Je l'ai vu dans certains musées par rapport à des accrochages, justement, d'exposition où il y avait des œuvres qui posaient problème. Et l'équipe de médiation avait mis un doigt dessus et malheureusement, elle n'a pas été entendue. Donc là aussi, les équipes sont pas toujours entendues, comme peut-être à l'éducation nationale, les professeurs sont pas toujours entendus. Et on ne compose pas seul. Formidable. Très intéressant témoignage qui nous a sorti du cadre de l'école.
On est un peu à court de temps, mais je voudrais quand même poser une question, parce que pendant qu'on préparait notre soirée de ce soir, Claire, à un moment donné, tu nous as dit « En médiation, on ne fait pas d'éducation ». Et c'est une phrase qui m'a frappée, parce que comme on parlait d'éducation... et donc voilà, je voudrais que tu nous expliques cette phrase qui m'a marquée et que j'arrive pas bien à comprendre. Alors oui, je disais ça parce que alors il y a des gens qui ont des groupes sur du long terme. Moi, j'ai la plupart du temps, j'ai des enfants sur 2 heures. J'ai pas encore développé de longues médiations. Donc, je considère pas faire de l'éducation. Voilà, il n'y a pas... j'accueille un groupe, je suis dans une forme d'accueil. À la rigueur, je vais transmettre des choses, des informations, ça veut dire sur une matière, sur le nom, sur une date, sur un mouvement. Mais je trouverais ça, pour ma part, un peu prétentieux de me dire que je vais éduquer un enfant. Pas en l'espace de 2 heures. En plus, on est un groupe, vous voyez, donc je suis pas dans une forme personnalisée, même si on est en groupe un peu plus petit. Donc la question de l'éducation, pour moi, elle est prise en charge à l'école, et la médiation culturelle, c'est un support supplémentaire. Évidemment, moi, je rédige par exemple des fiches pédagogiques sur des femmes dans l'art, des femmes artistes, pour Aware, j'en parlais, donc, qui est une association qui permet de rendre visibles des femmes du XVIIIe siècle jusqu'à actuellement. Et donc là, par exemple, j'ai plus l'impression de permettre, en fait, je crée un outil que l'enseignant ou l'enseignante va s'approprier et va développer. Donc c'est plutôt eux qui vont quand même être en charge de l'éducation. Très bien. Alors on va terminer, puisque le temps passe, on va terminer avec Éléonore, qui va donc se présenter et nous donner quelques exemples qu'elle a vécu, animés sur Arcueil. Merci. Donc Éléonore Jouan, alors je travaille à la ville d'Arcueil ce soir, on est nombreuses. Moi j'ai démarré il y a une vingtaine d'années sur un poste de médiation culturelle, à sortie de mes études. J'ai fait un cursus médiation culturelle et ensuite qui s'est nommé ensuite de conception et mise en œuvre de projets culturels. Donc j'ai démarré à la ville d'Arcueil, comme je vous disais, en tant que médiatrice culturelle. Ensuite, comme chargée des relations publiques et communication, où là, effectivement, j'ai développé tout un travail d'action culturelle en direction des écoles. Donc j'ai pu travailler avec l'éducation nationale et avec mes collègues qui sont intervenus. C'est un vrai travail de partenariat. Je vais revenir dessus mais rapidement, parce que je sais qu'après, l'idée, c'est aussi qu'on vous laisse la parole et qu'on échange. Avant de vous raconter l'expérience que j'ai vécue et le regard que j'ai pu aussi avoir sur des enfants et comment eux ont porté un autre regard sur leur environnement, on va vous faire visionner un extrait vidéo du projet qui s'appelait À la source. Donc Claire Tristram vous en a parlé tout à l'heure. Ce sont en fait une classe d'élèves d'Arcueil qui s'est rendue à la source, qui est une association qui a été créée par Gérard Garouste pour aider des enfants et des jeunes issus de milieux défavorisés à s'épanouir en participant à des ateliers animés par des artistes professionnels. Ce lieu, il accueille également des classes de la France entière. Et enfin, en fait, c'est le peintre Pierre Monestier qui les a accompagnés en fait tout au long du séjour. Au menu, ils ont fait des créations d'êtres fabuleux, des chimères, des dessins, des collages, coloriages, fusains, grand format, etc. Ce projet en fait de Gérard Garouste, l'objectif c'était vraiment d'éveiller l'enfant à l'art, parce qu'éveiller l'enfant à l'art, ça favorise aussi son épanouissement. C'était vraiment ça l'objectif. Et on a pris 3 minutes de 2 extraits de ce documentaire qui a été réalisé. Et je vais demander à mon collègue Antoine de lancer la vidéo, s'il te plaît.
Vous allez voir les formats. C'est grand. Hein. Ça va être un travail, c'est quand même un travail de quasiment 2 jours. Cet après-midi, on fait tout en noir et blanc et peut-être qu'on pourra faire un peu de couleur. Et demain, toute la journée, on continue les dessins. Voilà, on continue, on remplit en couleur. Alors, 2 jours pour faire ça. on fait une distribution de fusains. Oui. On n'appuie pas comme une brute. C'est trop fort le trait là. Ah, ce qui est bien. Attends. Bon, viens voir. Voilà. Ah ouais, On peut voir, là. Il y a à peu près la même place. C'est un prédateur? non, c'est un cannibale. Ok, ça je dis. Non, mais oui, c'est. Pablo, tu dépasses. Voilà, on arrive. Voilà, impeccable. On va faire 3 comme ça et 2 et 3 comme ça. C'est toi qui vois. Ok, place là. Là. Je voudrais que tu dessines moins fort. Tu as non plus, il faut Après, on va passer en peinture. C'est-à-dire qu'après, défendre, hein. Elle est trop petite sa bouche. Regarde, ouais, tu peux faire. Regarde, viens voir, Yacine. Donc, il faut que tu trouves des choses différentes. Mais je vais faire des... Tu le vois ce qu'on a fait ou pas? Alors tu dois refaire un peu plus fort sans s'appuyer trop fort. Tu voulais de la peinture, c'est ça? Du encore le corps. D'abord. Tout droit, vers le haut. Vois, encore plus. Yasmina. Sois un petit peu Il a inventif 6 au niveau de ta yeux. forme là. Et beaucoup de Et temps. dans la vie, c'est pas des carrés, des Et il est très drôle, des c'est pour ovales et ça. des ronds. Va un peu à la sauvage. Hop. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire là-dessus? Maintenant, tu vas prendre les choses là-dedans. Voilà. Allez, coupe des trucs clairs, voilà. D'abord, tu auras fait ça. Après, on recouvrira tout en bleu. Tête est pas trop grande. Hein? Toi. Ça soit un peu. Regarde. Tout ça, ça va être ton. Et là, lui, il est très concentré dans son travail. Je sais, ça va faire des boucles d'oreilles. Et la vache qui a des boucles d'oreilles. Et dans sa photo, et ben la vache qui a des boucles d'oreilles. Et dans la vache qui Ça s'appelle une mise en abîme. Fais-moi les yeux verts et je vais faire des pastilles noires. un mangeur de bébé. Non, il mange l'enfant. Oui, il va falloir. Mais c'est un bébé ça ou quoi? Non, c'est un enfant. Mais là, un peu loin. Enlève-moi miam miam, c'est bon les enfants parce que ça me plaît pas du tout. Parce que les enfants, c'est pas bon du tout, c'est dégoûtant. Bon, 10 minutes, t'as largement le temps. T'as besoin de 5 minutes, quoi. Il est où ton pastel de Ah oui, là, on est très. Et il a très bien avec l'éducation. Ouais. Il est excellent ton monde. Tu l'aimes pas parce qu'il te fait peur. Allez, il faut que ça sorte là, hein, quelque chose de violent. Michel, c'est un pastel vert. Regarde, je demande juste ça. J'en peux plus, je suis morte. Alors, je vous propose de faire un petit bilan de la semaine. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette semaine, etc. Hein? T'as pris à attendre? Ouais. Ouais. De bien C'est bien. santé. Si on attend, pendant qu'on attend, on peut voir ce qu'on fait et on peut réfléchir. Moi j'ai aimé parce que on a appris beaucoup de choses comme le fusain. On a appris aussi de patienter. Et aussi, Voilà. j'ai bien aimé aussi les dessins des collages. Les collages là-haut? Les collages, les Moi, coupages. je trouve qu'ils sont extrêmement réussis ces collages là-haut. C'est peut-être qu'à un moment donné j'étais un peu sévère, mais parce que je voulais que ça soit bien.
Donc pour moi, ça bien, ça comptait pour moi. Et quand je sentais que j'étais là un peu mou, que vous saviez pas trop, etc., je disais vas-y. Parce que j'avais envie que ça soit bien. T'es contente de ton monstre? Est-ce que tu trouves que ceux des autres sont bien quand même? Oui. Ouais. Je les aime bien tous. Tu les aimes bien tous, ouais. Sauf les dessiner. Alors, on voulait vous remercier parce que c'était une super expérience. Merci. On vous accueille sans problème à Jules Ferry à Arcueil. Vous venez nous voir, vous passez vers Paris. Qu'est-ce que vous voulez comme monstre? À l'envers. Les gars, vous êtes exigeants. fatigants. Merci. Bon, les gars n'est pas là pour se disputer. On est Moi, je te prends présent. Moi, je te prends du présent là. Je fais une photocopie et je jette ça parce que ça. Hein. Ben là, j'ai écrit que j'ai bien aimé. Et là, je fais mon dessin préféré. C'est marrant, c'est parfait. Salut Robin. Salut Pierre. À bientôt. Bah ouais. Salut Robin. À bientôt. Au revoir Jibril. Au revoir. À bientôt Mar. Ciao. Salut. Bon, moi j'aime beaucoup ça les bisous alors. On peut se dire au revoir plusieurs À fois. bientôt. Salut l'artiste. On pleure pas. Evelyne, au revoir. Salut. Au revoir. Donc ça vous a permis de voir le travail qui a pu être mené et l'importance aussi voilà, que ça a pu engendrer sur ces enfants. Ce qui est assez amusant, moi, en visionnant l'extrait, c'est qu'il y a même un des enfants qu'on revoit maintenant qui fréquente l'espace Jean Villard et qui était venu en stage de 3e aussi ici pendant une semaine. Donc c'est assez... voilà, ça a des impacts. Et de par mon expérience, l'idée c'était, alors moi je suis sur le spectacle vivant, c'est vrai qu'on a pu parler là tout au long de cette table ronde plutôt sur un volet art plastique. Pour ma part, en étant sur le spectacle, c'était aussi de témoigner d'une expérience alors là c'était dans une crèche parce que là la thématique c'était vraiment l'école. Pour ma part, ce qui m'a aussi touchée dans mon métier et de voir l'impact que ça a pu avoir voilà, sur les tout petits, puisque sur la saison 2011-2012, on avait fait venir une chorégraphe et accompagnée d'un danseur homme en crèche afin de qu'ils créent leur spectacle. Il y a eu tout un travail d'action culturelle in situ en crèche. Pour ma part, donc j'ai pu monter ce projet, les accompagner et intervenir avec eux. Et c'est vraiment la première fois que je me suis rendu compte en fait de toute l'importance en fait de l'éducation artistique et culturelle auprès du très jeune public, donc du très jeune enfant. Pour vous dire, c'est un projet qui s'est étalé sur 4-5 mois avec à peu près une intervention tous les 15 jours. Et il est vrai qu'au début du projet, je me souviens d'un tout petit garçon, donc c'était en crèche, là je crois qu'on avait on va dire les grandes crèches, donc ils ont quoi, 2 ans et demi, donc certains même 2 ans. Et il était toujours en retrait et même je me souviens quand la maman le déposait le matin, voilà, il pleurait, il allait vers la porte, il voulait retrouver sa maman. Il disait c'est quoi tous ces adultes autour de moi et au fur et à mesure en fait de l'intervention du danseur qui s'intégrait vraiment avec les tout petits,
Pour tout vous dire, à la fin du projet, cet enfant, il a carrément fait presque un duo de danse avec le danseur, dans les mouvements, dans la mise en espace. Et c'est vrai que pour moi, je me suis vraiment rendu compte de l'impact que ça avait d'une proposition artistique dès le plus jeune âge. Voilà. Pour moi, c'est vraiment de l'éveil auprès du tout petit. Comme je vous disais, pour moi, ça apporte vraiment dans l'éducation d'un enfant, et même moi dans mon métier, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée et qui m'a fait prendre conscience aussi de toute l'importance, voilà, de mon métier, enfin de nos métiers. Donc ça, c'est vrai que ça me paraissait à la fois, même avant, voilà, je n'étais pas maman, et c'est vrai que je me disais, bon, un tout petit, oui, il a des perceptions, mais pas à ce point-là. Et effectivement, pour moi, vraiment, j'allais dire le processus artistique et l'importance que ça peut avoir, c'est dès le plus jeune âge. Donc ça, c'était mon expérience en crèche. Après, il y a eu tout un travail, ça que j'ai pu mener, avec les classes d'élémentaire sur la ville d'Arcueil. Il y avait un projet qui s'appelait, alors on l'a appelé Un roi sans réponse. Il portait en fait le nom du titre du spectacle par la compagnie XY. C'était un spectacle qui abordait la thématique de l'égalité femmes-hommes. Là, on a mené tout un projet avec un groupe de travail. C'est pour ça que je parlais de partenariat qui est très important, parce que c'est un partenariat à la fois entre les médiateurs culturels, entre l'équipe enseignante. Le partenariat, ça peut être, là, nous, on avait dans notre groupe de travail pour construire le contenu des interventions qu'on allait mener avec les élèves. Ça a été, il y a eu une psychologue, il y a eu le réseau d'Arcueil, il y a eu la chargée de mission de la ville qui était en charge de l'égalité femmes-hommes, il y a eu des collègues du service jeunesse aussi, voilà. Et là, en fait, je trouve ces projets-là, dans le développement de l'enfant, c'est aussi leur permettre en fait d'avoir un autre regard aussi sur leur société. J'étais un peu comme Claire, pour moi je dirais pas que c'est de l'éducation qu'on fait, mais c'est vraiment une sensibilisation pour ensuite qu'ils aient un autre regard aussi sur leur environnement. Et dans leur éducation, je pense que c'est très important. Et puis, dernier petit témoignage aussi que je voudrais préciser, après je vous laisse la parole, c'est quand on parlait de l'impact de tout ce travail en fait de l'éducation artistique et culturelle dans le développement à l'école. Tout ce travail qui peut être mené à l'école, ça a toute une continuité, parce que là, par exemple, sur Arcueil, on parlait de la galerie Gonzalez, de tout le travail de médiation qui se fait. Et la continuité, ça a été effectivement d'ouvrir une galerie au sein du collège, voilà, avec les élèves. Et c'est les élèves qui exposent. Voilà. Donc ça, c'est assez chouette. Les parents peuvent venir. Et puis ce lien parent-enfant, il est très important. Dans mon expérience, j'ai pu remarquer qu'effectivement, parfois ensuite, c'est l'enfant qui devient acteur et qui ensuite accompagne le parent. Par exemple, nous, je sais que des enfants, voilà, qu'on pu mener tout un travail, voilà, autour d'un projet artistique, c'est ensuite eux qui font la démarche d'emmener leurs parents voir le spectacle, voilà. Et là, auprès de l'enfant, c'est à la fois une fierté, on parlait d'émotion, c'est aussi une fierté, c'est aussi les rendre responsables, et la démarche, elle est complètement différente en milieu scolaire, où là, effectivement, ils vont être avec leur classe, bon, il y a le côté un peu, effet de groupe, voilà, ils sont tous un peu surexcités, mais quand ensuite ils font la démarche d'en parler aux parents et de leur dire, viens avec moi, et c'est moi qui t'emmène, je sais pas, revoir l'exposition que j'ai vue, ou revoir un spectacle, ou revoir un film, je pense que là, la démarche, elle est vraiment, vraiment aboutie. Et même chez le tout petit, je vous parlais en crèche, moi j'ai pu avoir des retours de parents qui me disaient effectivement, je n'avais jamais vu mon enfant comme ça, ou réagir de cette façon-là. Il me l'a jamais fait à la maison, et d'être sensible en fait à cette proposition artistique. Et ça, je pense que c'est une richesse, à la fois du lien
qu'on peut avoir et qu'on peut offrir à son enfant. Voilà, on espère avoir partagé avec vous l'espoir de voir les arts et la culture infusés au sein de l'école, mais aussi en tant qu'éducateur, en tant que parent, parce que, comme on le sait, la culture, comme vous le savez, c'est porteur de bonheur, c'est porteur de promotion sociale et c'est facteur de paix. Donc, il faut qu'on y pense très fort. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci à toutes nos animatrices et témoignages. Et si vous voulez intervenir. Juste rapidement pour les deux Claires, j'étais frappé par la première Claire qui parlait de à quoi ça sert, et le second qui parlait qu'elle était sûre qu'elle voulait être artiste, et elle avait ça dans les rêves tout début. Lorsqu'on parle c'est normal à votre position, vous parlez de l'offre qu'on fait et de comment ça fonctionne, mais comment vous repérez la demande, l'envie de faire, ou Claire Le Deux disait, vous parliez de l'importance, enfin les premiers peintres, ils inventaient la peinture, la matière peinte, la peinture même, et c'était des chimistes, des scientifiques, et tout ça c'est fabuleux. Alors, qu'est-ce que vous faites du rêve des gamins qui veulent, comment les discerner, comment suivre un enfant sur multiples années qui a ça, comment contribuer à ça? Alors, surtout avec les bulletins qui Guylaine. Je crois que si on a envie, l'enseignant s'aperçoit tout de suite. Parce que de toute manière, ça déborde. On voit les enfants qui débordent, ils vont écrire sur les bords des cahiers, derrière, peut-être sur la table, sur d'autres choses. Mais ça déborde, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un besoin, quoi. Et donc ces enfants-là, on les voit. Moi, juste en exemple, j'ai un de mes élèves qui est devenu le conseiller à la culture d'Arcueil. Donc Benjamin Douba-Paris. Donc, mais on voit bien que ça. J'ai une maman qui m'avait remerciée un jour en disant merci parce que mon fils justement a fait, on vous a écouté, on l'a soutenu, etc. Parce que il faisait des dessins toujours tout en noir, mais il ne cessait pas de dessiner. Et donc il avait des difficultés effectivement par ailleurs. Et du coup, moi, j'étais allée échanger avec l'enfant et le parent en disant mais là, il faut le soutenir. C'est ça qui fait partie de lui, c'est ce qu'il a envie de faire, c'est ce qu'a fait la famille. Et du coup, l'enfant, il s'est déployé, quoi. Donc, je pense que ça transpire. Je ne sais pas comment vous dire, mais si on a envie de s'en apercevoir, on s'en aperçoit. Et l'enfant, il y a quand même des espaces, même si c'est codifié, où ça va déborder. Ça va être pour chanter, ça va être pour faire de la musique, ça va être pour faire du bricolage, ça va être pour... Et voilà, quoi. Il suffit juste d'avoir l'œil et les oreilles ouvertes. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. En fait, il faut vraiment être capable, nous, d'être en capacité de recevoir, quoi. Je sais que c'est pas facile pour les équipes enseignantes, même pour les gens dans la médiation épuisés. Quand ils sont en groupe, ça peut être compliqué, mais c'est vraiment c'est leur donner de l'envie, leur donner de l'espoir. En les écoutant, en fait, les enfants, ils ont parfois juste envie d'être entendus et d'être écoutés. Et plus vous les écoutez, et plus ils vont avoir envie de parler, et plus en fait ils vont développer du vocabulaire. Moi, par exemple, en fin de visite, je leur demande si ils se souviennent d'un mot qu'ils viennent d'apprendre. Et la plupart du temps, ils se souviennent des deux notions. Et donc je leur dis ce soir, vous allez en parler à vos frères, à vos sœurs, ou en tout cas aux adultes qui vous entourent. Donc c'est vraiment une écoute et des formes de répétition, mais voilà, c'est les écouter au maximum et écouter leur peur et aussi leur joie. C'est vraiment parce que quand on les voit devant certaines œuvres d'art, les enfants, il y a un effet waouh parfois qui est assez en termes d'émotion, on les voit, ça pétille sévèrement dans les yeux, quoi. Je pense que les enseignants sont assez réceptifs quand même à cela, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui peuvent être en échec, on va dire, dans les matières scolaires habituelles,
Et en fait, ils vont se révéler lors d'une visite à un musée. On va se rendre compte qu'un enfant qui parle peu, face à une œuvre, va se mettre à exprimer des émotions alors qu'il peut être complètement atone en classe. Ça arrive. J'ai un exemple d'une jeune fille qui était en très grande difficulté scolaire. Et on a fait un atelier au musée Bourdelle. C'était autour de l'argile. Elle n'avait jamais touché de l'argile. Le sujet, c'était le corps en mouvement. Et elle nous a fait quelque chose, mais d'extraordinaire. Parce que c'était vraiment impressionnant. Donc, moi, c'était dans ma classe. On a attendu que l'œuvre soit terminée, mais je l'ai présentée à la maman pour lui montrer aussi ce que sa fille était capable de faire. Ça a été un choc aussi pour la maman, mais ça a permis aussi à la maman de laisser son enfant s'exprimer dans un cours. Après, sur Arcueil, il y a quand même plein de possibilités. Mais je pense quand même que les enseignants sont assez réceptifs à ce genre d'événements. Ça permet aussi de mettre en avant certains enfants qu'on ne mettrait pas en avant en classe, qui peuvent être en difficulté sur plein de choses et de domaines. Et voilà, il peut y avoir des belles révélations. Et ça arrive quand même, souvent, heureusement. Moi, ce que je voudrais dire, y compris pour cette classe-là, c'est le regard des autres. En fait, c'est ça qui va permettre aussi à l'enfant d'abord de s'accepter comme étant différent, mais que cette différence, elle est intéressante et elle devient intéressante pour les autres parce qu'il est soutenu par les adultes qui vont l'accompagner, ou pas, c'est vrai. Mais la plupart du temps, si on fait cette alliance avec les familles, l'enfant, il voit le regard des autres changer. Ce que disait Laure, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant et en valeur, et du coup, on va pouvoir s'appuyer sur ces nouveaux regards, ces nouvelles possibilités, pour pouvoir justement l'amener un peu plus loin dans les matières qui le rebutent un peu, parce qu'on pourra trouver des portes de sortie, j'allais dire, qui seront différentes. Et quand ils sont revenus là, avec leur toile géante absolument magnifique, ça avait envahi tous les murs de l'école. Personne ne peut rester indifférent, quoi. C'était un peu les héros qui rentraient avec, en plus, ils avaient travaillé sur les chimères et c'était extraordinaire, quoi. Donc les autres ont eu un regard différent sur eux et eux-mêmes ont eu un regard différent sur eux-mêmes. Et pour parler de la galerie du collège, la dernière fois, j'étais à la Maison de Solidarité. Là, on était dehors sur le mail d'Oiselève, face au collège. Et il y a 2 élèves qui sont passés en me reconnaissant. Ils ont dit, Madame Tristram, tenez, c'est une invitation pour venir à la galerie du collège. Oh, je les avais pas eu comme élèves, moi, dans ma classe, dans les classes que j'ai faites. Et je me suis dit, mais voilà, quoi, c'est ça. Ça donne du sens à tout le monde. Alors que ces 2 gamins-là, il y en a un qui était timide. Jamais on l'entendait, là, le Martin. Et là, voilà. Donc, je pense que quand on fait aussi les passages de classe, on fait du lien. Je repense, c'est aussi important parce que les enfants ne font pas des passages de classe comme ça. Je sais que nous, avec les collègues, quand j'étais en maternelle, on allait en crèche. On allait en crèche pour que les familles et les enfants nous connaissent déjà dans leur propre milieu. Et du coup, quand on accueillait après à la maternelle pour l'entrée, et c'était encore des années où on avait des élèves à partir de 2 ans, le lien était facilité. Et puis, on avait le temps de se parler de ces enfants qui allaient arriver. La même chose pour faire les passerelles. Pour moi, les passerelles entre les lieux d'apprentissage sont essentielles. De la maternelle au CP, connaître les enfants, justement les soutenir. Dans celui-là, il a peut-être du mal, mais tu verras, là, il est extra, quoi. Et pareil au collège, c'est-à-dire que quand au collège on arrive pour faire les classes de 6e, et ben là aussi on a quand même un peu de temps pour dire attention, il y a une fragilité, mais vous allez voir, soutenez-le, voilà, il a besoin de... Donc on essaye de transmettre ça. Et il faut effectivement que l'enfant y trouve un adulte un peu repère. Voilà, ça aide aussi. En fait, moi, c'est pas vraiment une question, je crois, mais c'est plus... en fait, là, on est en Île-de-France et à Arcueil et aussi dans Paris. Enfin, c'est quand même des enfants privilégiés ou pas, mais ils restent privilégiés parce qu'ils ont accès à des musées. Enfin, là, on a beaucoup parlé d'art plastique.
Mais en fait, comment on fait? Parce que je pense pas que faire des visites virtuelles, ce soit efficace. C'est quand même pas du tout le même rapport aux arts. Et dans tous les lieux, il y a quand même énormément d'endroits en France où, que ce soit en métropole ou dans les dom-toms, qui n'ont pas accès au musée ou au théâtre pour rencontrer des artistes et faire des voyages scolaires, c'est très bien, mais tout le monde n'a pas les sous pour le faire, quoi. Donc voilà, je sais pas trop si c'était vraiment une question, mais... Non, c'est important. Après, en France, on est quand même beaucoup plus équipés, même en région, hein. Je veux dire, il y a énormément de fondations maintenant qui se créent, il y a énormément de FRAC, de Fonds régional d'art contemporain, il y a énormément d'artothèques, il y a aussi beaucoup, je pense, aux médiathèques qui ont des jolies programmations. Donc, il ne faut pas tomber dans la surconsommation ni dans la consommation culturelle, parce que c'est aussi un espèce de danger, hein. Je veux dire, moi, je vois très bien, il y a des gens qui ont besoin d'aller voir toutes les expos, d'aller voir... C'est pas non plus une obligation. C'est pas une obligation que de voir pour les enfants. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des étapes à avoir pour les enfants. Nous-mêmes, on le voit quand on fait de la médiation et des dossiers pédagogiques. On voit, oui, alors, cycle 2, il faut qu'ils aient ça à la fin. Cycle 3, il faut qu'ils fassent ça. Cycle 4, c'est ça. C'est pas une obligation. Donc, on est quand même sur un territoire où il y a de plus en plus de lieux, je veux dire, de Rodez en passant par le fin fond de la Bretagne, vraiment de plus en plus. Je dis pas que tout le monde y a accès, hein, loin de là, mais les professeurs vont vraiment rechercher ce qu'il peut y avoir, même du patrimoine, hein. Je veux dire, un site archéologique juste à côté, ou bien un château peut regorger, être déjà une prise de contact, ou même la mer, hein. Je veux dire, vous êtes près de Marseille, vous avez des sites qui regorgent finalement d'histoires à laquelle on peut se rattacher. Donc, je sais que c'est pas facile, mais c'est vrai que c'est pour ça que je parle d'équipe. C'est pour ça que les professeurs, faut pas qu'ils hésitent à s'entourer quand ils peuvent, quand il y a des directeurs, des directrices aussi qui amènent et qui impulsent quelque chose. Et puis aujourd'hui, vraiment, je vois la médiation culturelle. Là aussi, il y a une forme de course un peu effrénée. Tant mieux, tant pis, j'en sais rien. Mais il y a une offre qui se fait de plus en plus. Je vois des institutions qui créent des espaces. Vous parliez d'espaces pour accueillir. Moi, j'ai rencontré le directeur des publics du Palais de Tokyo quand j'étais en formation pour changer de métier. Il a mis 20 ans à avoir un espace au Palais de Tokyo. Vous voyez la surface, je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est quand même gigantesque. Et j'ai dit, mais attends, je ne comprends pas, tu n'avais pas un lieu, tu n'avais pas... non, fallait qu'on change tout le temps. Donc aujourd'hui, il y a au sein de un espace dédié à la médiation. Avant, c'était, tiens, tu te mettras dans ce coin-là, ou dans ce coin-là, ou dans ce coin-là. Donc ça prend du temps, mais il y a plein d'alternatives, il y a plein de possibilités. Les inégalités, c'est le problème du monde. Donc il faut essayer en étant en équipe. Mais la France est quand même un pays un tout petit peu plus chanceux que peut-être d'autres, en tout cas, je trouve, en termes d'offres. Et finalement, il y a Arcueil, mais je vous dis même au fin fond de l'Auvergne, j'étais encore même dans le Lot ou pas en Dordogne, comment dire, vers Dijon, vers Joigny, je veux dire, excusez-moi, je suis pas très... vers Auxerre, mais ils ont ouvert une résidence avec une programmation artistique. Enfin, je veux dire, au fin fond d'un village où il y a 70 habitants. Et c'est une jeune femme issue des arts décoratifs. Il y a plein de personnes maintenant qui ouvrent des lieux alternatifs. Donc, il y a des possibilités. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas 10 expos, même une projection cinématographique, même une projection d'un documentaire, faut se rattacher à ça. Et puis bon, après, il y a les choses numériques. Moi-même travaillant dans la fonction publique, c'est aussi les politiques culturelles qui peuvent être défendues. Voilà. C'est vrai que sur la ville d'Arcueil, parce que là,
on parle un peu voilà, sur du local, mais l'importance voilà, qui est développée sur des équipements culturels, comme disait Claire, on n'est pas une grande ville, hein, c'est 20 000 habitants, et pourtant il y a plusieurs équipements culturels. Mais il est vrai qu'en fonction des collectivités, c'est ce qui va être défendu sur les politiques culturelles. Bonsoir, j'étais au MacVal vendredi, je pense qu'on s'est vu là-bas, et je pensais que vous alliez parler de ça, donc je voulais juste pas rater l'occasion d'en parler. Il y avait une journée d'études, genre journée pro, journée d'études au MacVal sur les émotions. Et moi, je pensais beaucoup à ça tout le long de la soirée, parce que quand je vois développement de l'enfant, les enfants sont les mieux placés pour vivre les choses à travers les émotions. Et il y a un collectif qui s'appelle If It's Good, qui a travaillé avec des médiateurs et médiatrices, je pense, qui est un collectif de 4 ou 5 jeunes personnes qui sont historiens, philosophes, curateurs, enfin il y a plein de profils différents dans le collectif. Moi je ne les connaissais pas, je les ai découverts vendredi. Et ils ont fait tout un boulot sur les émotions et les sentiments, sur les sentiments et les émotions les plus anodines qui en fait ne sont jamais anodines dans l'art. Et aussi des choses qui sont peut-être plus affirmées, où on est habitué à les analyser, à les décortiquer, à en parler, etc. Et ils ont édité toute une bibliographie. Si la question des émotions à travers l'art vous intéresse, je pense que sur leur site ou leur Instagram ou quoi, cette bibliographie, elle doit être dispo. Et c'était vraiment passionnant. De dézoomer un peu, parce que moi en tant que médiatrice, c'est vrai qu'on rentre beaucoup de fois par et la période et les sujets et pourquoi lui et pas elle et à quel moment on a fait ci et ça, etc. Et là, le fait de se concentrer sur les émotions, c'est souvent quelque chose, enfin en tout cas une question que je pose aux enfants quand ils arrivent à la galerie, c'est ça vous fait penser à quoi, ça vous fait ressentir quoi, ça vous évoque quoi, enfin, on fait des questions assez ouvertes, puis après quand ils commencent à parler, on tire le fil, et quand on passe par les émotions, tous les enfants peuvent participer. On parlait d'enfants qui sont en décrochage, etc. Tout le monde peut avoir un sentiment face à une œuvre, peu importe l'œuvre qu'on a. Et je trouvais que le moment au MacVal là, de vendredi était intéressant pour réfléchir à ça. Donc je voulais juste parler de ça, juste 2 minutes, pour ceux que ça intéresse, on peut partager. Voilà. Je voulais juste ajouter que j'avais entendu un séminaire qui disait que les souvenirs dont on se souvient vraiment, c'est ceux qui sont liés aux émotions.